je vais maintenant céder la parole à Didier Marteau pour, après ces brillants rappels historiques conceptuels, revenir à l'actualité terrible de la crise et d'abord savoir si Didier partage la fin de l'intervention juridique et le diagnostic sévère qui a été dressé. Tout à fait. Moi, je voudrais apporter un éclairage complémentaire de celui de Philippe en revenant sur ses derniers propos. Ma conviction, c'est que les origines de la crise que nous traversons depuis quelques années, sous une forme aujourd'hui certes mutée de crise souveraine et qui est plutôt une crise d'ailleurs du marché des titres souverains qu'une crise de la dette souveraine, j'y reviendrai dans un instant, les origines de cette crise que nous traversons sont d'ordre microéconomique. Je pense fondamentalement que c'est le développement de l'aléa moral sur les marchés financiers, dont le terreau, ça a été rappelé, est la symétrie d'information entre les régulateurs et les régulés, les superviseurs et les supervisés, les contrôleurs dans les banques et les contrôlés qui sont les opérateurs, les structureurs de produits et les investisseurs. Je pense que ces origines-là, d'ordre microéconomique, sont les plus importantes pour comprendre la crise. D'ailleurs, ça n'est pas tellement mon diagnostic, c'est aussi et avant tout celui du G20, et en particulier de Pittsburgh. Et je vous renvoie au compte-rendu du G20 de Pittsburgh de septembre 2009, dans lequel, justement, un certain nombre de recommandations sur l'amélioration du comportement des acteurs, des règles de fonctionnement du marché, étaient proposées. La question qu'on doit se poser aujourd'hui est de savoir si ces recommandations se sont traduites en mesures. Et dans la mesure où vous savez que la réponse est plutôt négative et timide, pourquoi, au fond, ces recommandations ne se sont pas aujourd'hui traduites en mesures? Et je voudrais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est, certains ont déjà entendu ce discours, mais je crois qu'il est très important, c'est celui sur la normalisation comptable. En 2008, la crise a démarré au printemps 2007 avec la fermeture de 2 fonds de crédit par Bear Stearns. En 2008, tout le monde s'accordait pour dire que les normes comptables, IFRS, de valorisation des actifs de trading au prix à la fair value, avaient été à l'origine peut-être pas du déclenchement, mais en tout cas de l'accélération de la crise financière. Le mécanisme était connu. À partir du moment où vous avez une crise de liquidité, le prix de marché associé à un volume très faible ne peut pas être représentatif du stock. Si les normes comptables, ce qu'elles font et ce qu'elles faisaient, vous obligent à valoriser tout votre stock sur la base de prix de marché associés à des volumes très faibles, il y a dégradation de la valorisation de votre portefeuille de trading, il y a dégradation de votre résultat, voire des pertes, dégradation de vos fonds propres. Donc, en fait, votre capital réglementaire qui diminue, les normes prudentielles s'en mêlent, vous obligeant soit à augmenter votre capital, soit à vendre des actifs risqués, entraînant une baisse des prix qui entraîne une baisse de vos résultats, une baisse de vos fonds propres, selon le mécanisme procyclique bien connu. Donc tout le monde s'accordait pour dire que finalement, les normes comptables de valorisation avaient été à l'origine de l'accélération de la crise. Nous sommes en 2012, et j'ai vu quelques amis comptables ici, rien n'a été fait, et les textes que j'ai vus sont encore plus, d'ailleurs, dans le renforcement de la valorisation des portefeuilles de trading à la juste valeur. Mais ceci n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'au fond, quand on demande aux banques de valoriser leur portefeuille de trading à la juste valeur, elles sont ravies, parce qu'au fond, la juste valeur est de manière très marginale le prix de marché. Pourquoi? Parce que sur beaucoup d'actifs détenus dans les portefeuilles bancaires, eh bien, un grand nombre d'actifs ne sont pas cotés sur un marché liquide. Et à ce moment-là, les normalisateurs comptables vous disent « Ah, ben, s'il n'y a pas de marché, vous ne pouvez pas valoriser au prix de marché, vous allez valoriser un prix qu'on va appeler un prix de modèle. » Ça fait tout à fait scientifique. Donc, vous allez valoriser votre portefeuille. Je vais quand même donner quelques chiffres. Goldman Sachs, le portefeuille d'actifs valorisés en fair value, c'est 1000 milliards. La Société Générale, c'est 350 milliards. Donc, on parle quand même de montants qui sont extrêmement importants. Et donc, vous avez valorisé au prix de modèle. Et là, les comptables ont distingué deux familles. Soit soit vous utilisez un prix de modèle sur la base de paramètres observables. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des options dans votre portefeuille non cotées, vous utilisez la volatilité d'une action qui est cotée, proche de celle qui est le sous-jacent de votre option, et vous faites un prix qui peut être contrôlé par des commissaires aux comptes avec un certain degré de confiance. C'est ce qu'on appelle le degré 2. Puis vous avez le degré 3, c'est le prix de modèle. Les banques valorisent leur portefeuille de trading sur la base de prix de modèle dont, tenez-vous bien, les paramètres ne sont pas observables. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucun contrôle possible sur la valorisation. Eh bien, cette valorisation, elle représente, enfin, en tout cas, le portefeuille représente aujourd'hui, chez Goldman Sachs, quelque chose comme 18 milliards de dollars. Ça veut dire que si vous faites une petite modification à la marge de 10%, qui est absolument non contrôlable, vous arrivez à un résultat de 1,8 milliard,
qui est à peu près le résultat trimestriel moyen de l'année 2011 de Goldman Sachs. Et pourtant, les choses continuent, c'est-à-dire que les banques continuent de valoriser au prix de modèle une grosse partie de leur portefeuille, et ceci est absolument incontrôlable. Alors un jour, il arrive, ça a été les CDO, où on dit, mais au fond, ce que vous avez valorisé très cher ne vaut rien, et à ce moment-là, eh bien, vous avez en effet des pertes qui ne sont pas supportées par ceux qui sont à l'origine de ces opérations, et c'est l'aléa moral dont parlait tout à l'heure Philippe, puisque la définition de l'aléa moral par Adam Smith dans son cours de philosophie morale, c'est précisément la maximisation de l'utilité individuelle sans prise en compte des conséquences collectives défavorables de ces décisions, donc sans prise en compte des conséquences défavorables de ces décisions, sur l'utilité collective. Eh bien, là non plus, rien n'a été fait. Et il y a une mesure qui serait très simple si on veut éviter qu'arrive une nouvelle crise. Et je voudrais ici quand même évoquer les collectivités locales. Parce que pour le moment, on n'en parle pas beaucoup, mais les banques aussi ont vendu beaucoup de prêts structurés aux collectivités locales, qu'elles valorisent avec leur propre prix de modèle, jusqu'au jour où on va s'apercevoir, on s'est déjà aperçu, que les collectivités locales n'étaient pas capables de rembourser. Certes, l'ampleur sera moindre, mais en tout cas, c'est probablement une crise qui apparaîtra dans les années ou les mois qui viennent. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, qui est articulé d'ailleurs à celui-là, c'est celui des contrats de rémunération des opérateurs de marché. Dans le G20 de Pittsburgh, on met « il faut que les normes comptables donnent moins de poids à la fair value » et on dit aussi « il faut que les contrats de rémunération des traders soient modifiés et que la partie variable soit plus faible ». Je voudrais citer, mais évidemment, ceci n'a pas une valeur scientifique, juste l'exemple. Goldman Sachs, l'année dernière, a quand même distribué 15 milliards de dollars de bonus, soit à peu près 400 000 dollars par individu bénéficiant de ce système de rémunération. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un bonus? Un bonus, c'est une option d'achat gratuite sur le résultat. C'est-à-dire, si votre résultat est positif, vous êtes un trader, eh bien, vous avez une partie de ce résultat. S'il est négatif, vous avez zéro. Ça s'appelle une option d'achat sur le prix. Sur le résultat, dont le prix d'exercice est nul, puisque vous achetez un droit d'acheter votre résultat à zéro. Positif, vous gagnez la différence. Négatif, eh bien, vous avez zéro. Les traders qui travaillent sur les marchés sont des gens intelligents, bien formés, qui ont appris que le prix d'une option était une fonction de la volatilité. Et comme le sous-jacent, c'est leur résultat, plus leur résultat va être volatile, plus la valeur du contrat de bonus qu'ils signent quand ils rentrent avec le DRH, qui a vraiment certainement pas conscience qu'il est en train de vendre une option gratuite à l'opérateur qu'il est en train de recruter. Et donc, en fait, à partir du moment où les traders savent que la volatilité, que le prix de leur bonus est d'autant plus élevé que la volatilité est importante, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent les systèmes de valorisation comptable qui amplifient, qui maximisent la volatilité. Alors, c'est certainement pas le coût historique, parce que si on vous disait, vous êtes un trader, vous achetez des actions BNP Paribas 30 €, tant que vous ne les aurez pas vendues, eh bien, vous ne toucherez rien du tout. Le résultat ne sera pas modifié. Évidemment, la volatilité est nulle. Et si on vous dit, eh bien, si votre résultat bouge chaque trimestre, on regardera. S'il est positif, vous toucherez une partie. Si c'est négatif, vous aurez zéro. Évidemment, le système qui maximise la volatilité du résultat, c'est le mark-to-market. Et enfin, vous allez me dire, d'accord, donc tout va dans le même sens. Eh bien, oui, on peut se dire que la normalisation comptable est une responsabilité publique. Eh bien, la responsabilité publique a été, vous le savez, confiée par les États à des organismes de normalisation comptable, qui sont le FASB et l'IASB, qui sont des entités privées. Et qui dit entité privée dit évidemment financement. Et qui finance ces entités comptables? Les banques d'investissement. Bon. Eh bien, moi, je pense que tant qu'on ne se sera pas attaqué, et ceci est dans le G20, au processus de fabrication des normes comptables, eh bien, on aura du mal à éviter que les banques développent ce business model de manière absolument rationnelle. Je voudrais ici redonner le chiffre que je donnais tout à l'heure. Goldman Sachs a 1 000 milliards d'actifs valorisés sur la base de la juste valeur. Ils en ont, c'est vérifiable sur Internet ce que je dis, moins de 0,5%, moins de 0,5 en prix de marché, c'est-à-dire des actions, des obligations cotées. Ils en ont 99,5 en prix de modèle. Modèle niveau 2, c'est-à-dire paramètres observables, bon, mais ils ont 18 milliards qui représentent, vous n'avez qu'à faire le calcul, 1,8% de leur portefeuille en niveau 3, sur lequel les évaluations sont extrêmement difficiles, voire impossibles à contrôler. Donc ça, c'est un des sujets sur lequel je pense qu'il faudrait agir. Je pense que les origines de la crise sont microéconomiques, encadrer l'aléa moral, améliorer la régulation,
réduire la procyclicité des normes comptables et des normes prudentielles, et puis aussi peut-être renforcer, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai dépassé mon temps, en tout cas lutter contre l'impuissance du pouvoir politique. Juste pour introduire ce que j'aurai peut-être l'occasion de dire tout à l'heure, je suis quand même assez frappé par la manière dont la crise grecque est en train de ne pas se résoudre d'ailleurs. Le 21 juillet dernier, il y a une réunion du sommet des chefs d'État de l'Eurogroupe qui s'est terminée par un accord historique sur le fait que la situation était maintenant meilleure et que les banques avaient accepté d'effacer 20% de la valeur nominale de leur dette vis-à-vis de la Grèce. Vous savez que cet accord n'a jamais été mis en application, car il y a eu, dans la nuit du 26 au 27 octobre, signé par des hommes et femmes politiques harassés par une nuit de travail, un nouvel accord historique qui, lui, vraiment allait permettre de résoudre définitivement la crise à l'intérieur de la zone euro, et en particulier la crise grecque, et qui reposait sur l'acceptation par les banques. Alors, on ne dit surtout pas d'un effacement de nominal, parce que là, déjà, vous dites tout, mais d'une décote de 50% de la dette, c'est-à-dire que vous dites strictement rien, parce qu'une décote de la dette, ça peut être soit un effacement du nominal, je vous ai prêté 100, vous me rembourserez simplement 50, ou ça peut être simplement une modification du taux d'actualisation de la dette dans les bilans des investisseurs qui la détiennent, en disant, vous aviez de la dette, vous allez l'actualiser à un taux un peu plus élevé, comme ça va vous faire un prix de marché plus bas que vous rentrerez, vous allez prendre des pertes dans vos comptes, des provisions, et c'est ce qui a été fait. Mais enfin, les 50%, ça n'a jamais été de l'effacement de nominal. Et d'ailleurs, et ce sera ma conclusion, vous savez que les banques ont fermé la porte cette semaine des discussions avec le Trésor grec, parce que précisément, les 50% de la dette d'effacement de nominal ne sont pas acceptés par les banques. Donc, tout ça, c'est un merveilleux exemple du fait que le pouvoir politique a beaucoup de mal, en fait, aujourd'hui, à faire passer des mesures qui, pourtant, seraient des mesures utiles à l'utilité collective.